Il y a plusieurs décennies, le Mali connaît une augmentation rapide du nombre d'écoles privées et cela est dû au fait qu'il y a eu une pénurie d'écoles publiques. Cela aussi est dû aux classes surchargées, à l'insuffisance des infrastructures scolaires et les grèves récurrentes dans les écoles publiques. Dans ce contexte, les enseignants des écoles privées jouent un rôle majeur dans la scolarisation des enfants maliens. Mais quelle est la véritable place de ces enseignants dans le système éducatif national? Quelle est leur contribution à l'essor de l'éducation et quels défis rencontrent-ils? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Alassane Touré, qui est le secrétaire aux revendications du syndicat libre des enseignants des écoles privées au Mali, SLEPMA, qui a bien voulu répondre à nos questions. Monsieur Alassane, soyez le bienvenu. Merci bien, camarade. Nous vous remercions sincèrement pour ce sacrifice que vous faites. C'est déjà plusieurs fois que vous répondez à nos invitations. Merci bien. Merci infiniment. Nous rappelons à nos téléspectateurs que l'émission d'aujourd'hui vise quelques objectifs. D'abord, mettre en lumière la contribution des enseignants privés au système éducatif malien, identifier leurs défis et leurs contraintes, réfléchir aux perspectives et trouver des solutions pour renforcer leur rôle. Voilà en résumé les objectifs que nous visons à travers ce débat que M. Alassane va certainement donner des réponses auxquelles je voulais dire, va donner des réponses pour pouvoir... Merci bien, camarade. Permettez, avant de répondre à la question, de saluer tous les enseignants du Mali, et en particulier ceux du privé. Je salue mon secrétaire général qui certainement est à l'écoute, ou sera à l'écoute. Je salue toute la presse malienne. Et ce soir, c'est un honneur pour moi d'être avec vous sur le plateau de la télévision Boulacom. Une télévision qui ne nous a pas oubliés, qui nous accompagne dans toutes les circonstances et dans tous les domaines. On remercie sincèrement les responsables de cette télévision. Merci encore pour votre soutien. Merci beaucoup. Ceci étant, la place qu'occupent les écoles privées au Mali, elle est centrale. Je veux dire que nous occupons une place importante, sinon centrale, qui se résume, si on va dire en nombre ou en chiffres, c'est entre 70 et 72% de l'éducation malienne. Les écoles privées occupent probablement, si je ne me trompe pas, de 2016 à 2021, le nombre d'établissements secondaires seulement privés a quasiment doublé. Je parle du nombre des écoles privées au niveau secondaire a quasiment doublé. Et j'ai dit, ça a passé de 100, voilà, je retrouve, c'est de 100, non, 1147 établissements secondaires privés à 2421 lycées. Ça, c'est au niveau du lycée. Au niveau du lycée. Contre, je tiens bien, 111 lycées publics. Sur le plan national. Sur le plan national. Je ne suis pas en train de parler national. Nationalement, j'ai dit de 2016 à 2021. Les établissements secondaires privés ont quasiment doublé les établissements. Ça a passé de 1147 établissements à 2421 établissements contre
111 établissements publics secondaires. Alors, si on regarde ne serait-ce que ces chiffres-là, ça, j'en oublie volontiers de parler de premier cycle, second cycle et jardin. Supérieur, on n'en parle pas. Donc, c'est pour dire que notre place en tant que enseignant du privé, donc en tant que les écoles privées, c'est une place qui est aussi importante et non négligeable. Sinon indispensable. Indispensable, le mot que je voulais éviter en attendant. Merci. Et maintenant, quand nous voyons la situation des enseignants, le statut des enseignants du public, est-ce que, en observant ceux du privé, y a-t-il une différence entre les deux? Puisque tout le monde ne voit qu'enseignant. Pour le commun du mortel, tout le monde est enseignant. L'histoire lambda, c'est un enseignant. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les enseignants du privé et les enseignants du public dans l'exercice du métier? Merci bien. Dans l'exercice du métier, non. Dans l'exercice du métier, non. Ils sont tous enseignants de formation. Ils vont tous dans les écoles. Donc, ça veut dire que dans l'exercice du métier, non. Mais, comme vous l'avez dit, statut, il y a une très grande différence entre les enseignants du public et du privé. C'est vrai, il y a beaucoup de Maliens qui ne savent pas ça. Et je vous avoue que pour la petite histoire, lorsque nos camarades du public se battaient pour l'article 39, certains Maliens nous rencontraient pour dire que vous là, vous nous fatiguez, chaque fois que vous parlez de l'article 39, vous ne savez pas que l'article 39 ne concernait pas les enseignants du privé. C'est une question de statut. Ça veut dire que le statut, là, il faut être reconnu d'abord pour parler de statut. Les enseignants du privé ne sont même pas reconnus pour qu'on puisse parler de statut. Malgré le nombre justement, malgré ces chiffres que je venais de dire tout de suite. C'est la goutte d'eau qui a avalé cette partie la mer. Ça devrait être l'inverse. Oui. Mais c'est la goutte d'eau qui a avalé la mer. On pense plus au public, on parle plus de statut dans le public qu'on n'en parle jamais dans le privé. Le statut du privé, c'est autrement. Tu as un emploi de temps, tu vas finir et tu vas aller... Parce que les statuts, ça va de pair avec la rémunération. Les statuts, ça va de pair avec les couvertures sociales. Ça, ce sont des choses qui n'existent nullement dans le privé. Donc, il y a une différence nette. Un enseignant du public, il a des droits. Il a aussi des devoirs. Un enseignant du privé, il a des devoirs. Il n'a pas de droits. Mais il est payé quand même. Ah, payé. Je ne sais pas ce qu'on appelle payé. Oui, si payer, c'est donner une somme, quelle que soit la nature. Mais est-ce qu'il est payé à sa juste valeur? Mais puisqu'il a accepté, c'est lui qui... là, c'est là la question. Il n'a pas accepté. Aucun enseignant du privé n'accepte son sort. Oui, pour négocier les salaires, par exemple. Un salaire ne se négocie pas. Il y a ce qu'on appelle le code du travail. Les salaires des enseignants sont connus. Quand tu es engagé là, on sait combien tu dois percevoir quand tu es au public, quand tu es au fondamental, quand tu es au supérieur. Tout le monde sait. Il y a un code du travail qui décrit ça. Ce n'est pas rien. Maintenant, si on voit aux yeux des autorités, ils voient que dans ce secteur-là, les promoteurs sont en train de donner n'importe quoi, moi je dis bien n'importe quoi comme salaire à ces enseignants-là, et que les autorités n'agissent pas. Ce n'est pas forcément la faute de l'enseignant. Mais c'est la faute à qui finalement? Qui a accepté d'ouvrir, disons, qui a accepté de donner l'agrément à celui qui a ouvert l'école? Oui, est-ce qu'en ouvrant les écoles-là, est-ce qu'il n'y a pas de textes sur lesquels tu dois te conformer? Le salaire là fait partie. Quand tu ouvres une école là, les textes ont dit clairement qu'il y a des lois pour les salaires, il y a des avancements, il y a des couvertures sociales. Tout cela doit être respecté par les promoteurs. Si les promoteurs ne les respectent pas, il y a une autorité. Mais est-ce que vous croyez que l'autorité doit aller dans chaque école privée pour vérifier et toi on te paye combien? L'autorité pense que si l'enseignant est présent, c'est qu'il est d'accord avec ce qui lui est proposé. Même pas. Merci d'abord pour la question. Il faut qu'on précise pour les camarades. Oui.
Je dis qu'il y a des textes. Et les textes là, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas du promoteur. Et les textes là doivent être respectés. Qui doit obliger les gens à respecter les textes? C'est l'État. Donc c'est là quand vous dites que est-ce que l'autorité doit aller pour savoir si qui est payé quoi qui. Oui, c'est ça son travail. Il y a des inspecteurs qui sont là pour ça. La couverture solaire, il y a l'INPES qui est là pour ça. Le travail là, c'est d'aller pour que on sache qui fait quoi et on donne quoi à qui. Ça, c'est l'État qui doit veiller sur ça. Quand vous donnez l'agrément au promoteur pour ouvrir, c'est bien fait. Parce que l'État a failli pendant un temps. Les infrastructures, vous avez dit à un moment donné. Parce qu'il y a pénurie de classes maintenant. Et vous avez fait appel à ces gens-là pour vous aider. Pour vous aider à en faire quoi? Pour vous aider à former les fils du Mali. Mais ceux qui doivent former ces fils-là, ils sont considérés comme ceux qui sont en train de former les autres fils-là, le public. C'est à vous de veiller, ils sont payés à combien? Mais ça, c'est ça le rôle de l'État. Et l'État doit suivre toutes les écoles pour voir s'ils sont dans les normes. Si ces écoles-là correspondent aux normes, les établissements. Maintenant, s'ils ne correspondent pas à l'homme, l'État a le plein droit de fermer. Et l'histoire de ces enseignants qu'on doit laisser. Qu'on doit laisser? Oui. Ah, tu ne penses pas que mieux vaut de fermer une école qui est en train de maltraiter tes enfants que de les laisser dans ses mains? Ce n'est pas seulement l'école qui est la voie de réussite. C'est clair, mais on ne peut pas laisser, à mon avis, si on voit un promoteur qui ne respecte pas les textes, on ne doit pas quand même l'encourager. La seule façon, c'est de le sanctionner. Au-delà de la sanction, s'il continue encore, on ferme. Les enfants, les écoles ne sont pas privées. Parce que les formations que nous faisons dans ces écoles-là sont publiques. Ça revient de l'État. Donc, quand moi j'entends souvent on parle d'école privée, ça m'agace. Une école n'est pas privée. Peut-être c'est le local qui est privé. L'éducation qu'on donne dans cette école-là n'est pas privée. Elle appartient à l'État. Et c'est à l'État de veiller. Est-ce que cette forme d'éducation qu'on donne là, est-ce que c'est bien donné? Est-ce que ceux qui donnent ça sont dans leurs droits? Un droit, quand même, c'est un droit. Alors, contribution et rôle des enseignants du privé, M. Touré, en quoi les enseignants du privé contribuent-ils à l'essor de l'éducation au Mali? J'avais déjà dit que c'est parce que l'État ne peut pas éduquer tous ces enfants que l'État a donné la chance à certains de ses fils d'ouvrir ces écoles-là. Une fois ces écoles-là sont ouvertes, ce sont les mêmes fils qui vont dans les publics, qui vont dans les privés. Et si les enseignants du privé n'étaient pas là, la majorité, je venais de dire, sont formés par ces écoles privées. Ils seront quoi? Je ne pense pas qu'ils allaient rejoindre les terroristes quand même. Donc le rôle, ce que les enseignants du privé font là, je dis bien c'est indispensable parce que c'est aujourd'hui nous qui sommes en train de contribuer à la majeure partie de l'éducation malienne. Presque les 80% des enfants du Mali vont dans ces écoles privées-là, y compris ceux des décideurs. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les enseignants du privé ont contribué d'une manière ou d'une autre à améliorer l'accès des enfants à l'éducation? Je veux parler en termes de proximité, en termes de nombre de places. J'ai sillonné un peu certaines régions et j'ai vu certaines localités dans lesquelles il n'y a pas de lycée public. C'est juste pour vous dire combien de fois ils ont contribué par rapport à la proximité, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de lycée public. Et les enfants ne peuvent pas quitter tous. Disons, tous les enfants n'ont pas forcément des parents dans les grandes capitales régionales. Donc, ce qui les arrange aujourd'hui, c'est d'avoir au moins un lycée proche dans lequel on peut envoyer nos enfants et les donner une formation de qualité. Et d'ailleurs, je crois que l'État a compris cette politique, la raison pour laquelle on est en train de construire des universités, même privées, des universités principales, les lycées classiques ou les fondamentales. On est en train même de chercher à construire des universités dans toutes les régions pour permettre à ces enfants-là de rester chez eux et d'apprendre pour que ce ne soit pas un dépaysage. Nous allons faire face maintenant aux défis auxquels les enseignants
du privé sont confrontés dans l'exercice de leur métier et pour cela, j'aimerais savoir si vous avez une idée à peu près de ces défis, de ces difficultés auxquelles les enseignants du privé sont confrontés aujourd'hui dans l'exercice de leur métier. Merci bien. Je commencerai par dire le grand défi d'abord, c'est un défi juridique. Un défi juridique. Comme nous l'avons dit juste quelques instants, le statut. Les enseignants du privé sont confrontés à une question de statut. Ils n'ont pas de statut. Or, juridiquement, je crois bien que nous avons coutume de dire qu'un enseignant égale à un enseignant. Que vous soyez du privé ou du public, c'est l'État qui vous a formé. Que vous soyez du privé ou du public, ce sont les enfants de l'État que vous formez. Donc, vous devrez avoir juridiquement le même statut. Vous pouvez peut-être ne pas avoir le même salaire, mais il faut que vous soyez reconnu d'abord comme enseignant. C'est ce qui n'est pas fait chez les enseignants du privé. Le deuxième défi, la couverture sociale. Les enseignants du privé n'ont aucune couverture. Ils sont laissés à eux-mêmes. Une fois, ils finissent leur carrière, ce qu'on appelle la retraite, parce qu'il n'y a pas question de retraite. Quand les promoteurs voient que tu ne peux plus, ils se débarrassent de toi. Il n'y a pas question de retraite encore. Ça n'existe pas dans le milieu, dans le secteur privé. Ça, c'est un défi que nous devons relever et nous devons relever parce que les textes existent. Troisième, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Il est bon qu'on reconnaisse l'enseignant du privé à sa juste valeur. Ce sont ceux qui font aujourd'hui, en tout cas, le grand boulot au Mali. Et je tiens à dire que Bac et DEF cette année, la preuve, je prends juste cette année, la preuve, elle est concrète, elle est entendue, elle est vue. Les premiers nationaux sont sortis d'où? De ces écoles privées-là. C'est vrai, on dit premier d'une école privée, et puis ça passe comme ça, inaperçu. Hein? Les parents ne savent même pas que ceux qui forment ces enseignants-là ont bravé vents et marées pour les former. J'ai parlé de couverture. À côté de cette couverture-là, il y a une marmite qui doit résonner en famille. Oui. Ces enseignants-là, la rémunération qu'on leur donne, ça ne leur permet même pas d'avoir un prix d'essence à plus forte raison, prendre une famille en charge. Voilà le gros défi. Donc, on a face à nous les promoteurs qui n'ont pas compris parce que l'État ne les force pas à appliquer les textes. Et on a de l'autre côté l'État dont on est en train de servir qui ne reconnaît pas ces enseignants-là. Donc, vous voyez qu'on est entre le marteau et l'enclume. Et là, ça devient un grand défi. Comment faire d'abord pour dire à notre État que nous dépendons de lui? C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui a donné l'agrément à ces enseignants, à ces promoteurs-là. Et les textes qu'on enseigne dans ces, ou les programmes qu'on enseigne dans ces écoles-là, c'est un programme étatique. Donc, ces gens-là qui enseignent ce programme-là, entre les 4 murs du Mali, ils doivent être, qu'on appelle suivis. On doit les regarder. Ils doivent être accompagnés. Ils doivent être soutenus et entretenus. Les promoteurs, à eux, on dit, s'ils gagnent de l'argent, c'est grâce aux enseignants qui sont en classe. Ils comprennent que tout ce qu'ils ont là, ça vient de nous. Nous ne sommes pas venus pour les combattre. Oui, nous ne sommes pas des rivaux. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous les aidons à avoir plus. Mais donnez-nous juste nos buts. Minime que ce soit, donnez-les. Mais, comme j'ai dit, les petits salaires qu'on donne là, qui n'est même pas vu, souvent ça peut faire 5-6 mois, ça ne vient pas. Et aussi au vu de l'État. Donc les défis sont nombreux. Et les parents aussi nous attendent. Parce que tous les parents veulent que leurs enfants soient meilleurs. Et nous gardons l'espoir, malgré les souffrances, malgré les difficultés, on promet qu'on va apporter
de sourire à ces parents-là pendant les examens. Et on les fait. Ça aussi, c'est un défi. Mais est-ce tout ce que nous sommes en train de faire ça, est-ce que nous sommes reconnus en tant qu'enseignants? Est-ce que nous sommes respectés? Est-ce que nous sommes accompagnés? Est-ce que nous sommes soutenus? On est abandonnés. Bon, abandonné, je pense que c'est trop. Peut-être que les conditions ne sont pas aussi trop ça. Mais si les gens continuent à aller, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose. Et on dit souvent que l'école privée, et comme vous le dites, les établissements privés, ce n'est pas une entreprise. Donc, on ne rentre pas là-bas pour s'enrichir. Que ce soit le promoteur, il a fait quelque chose pour aider l'État et les enseignants aussi sont là pour apporter leur contribution. Absolument. Ça, ce n'est pas seulement l'école privée. Quand vous rentrez même dans l'enseignement, n'attendez-vous pas à une richesse. C'est un sacerdoce, comme on dit. Merci, sacerdoce. Donc, ça veut dire déjà que on est déjà riche. La connaissance, c'est la plus grande richesse que l'on peut partager sans s'appauvrir. On a déjà ça. Mais la richesse matérielle, on n'en trouve pas. La satisfaction morale, on trouve. Mais que cela ne tienne. Ne pas pouvoir nourrir sa famille, ça, ce n'est pas une question de richesse. C'est le juste minimum. C'est ce qu'on n'a pas. Ne pas pouvoir subvenir à quelques besoins de la famille. C'est le minimum, c'est juste ce qu'on veut. Donc, justement, les promoteurs croient que créer une école privée, c'est pour avoir de l'argent. Or, je crois que la règle est claire. L'État vous a dit, venez m'aider à former vos enfants. Parce que vous et vos enfants, vous appartenez à l'État. Et ce qu'on vous confie, vous devrez leur donner une formation de qualité. Mais la richesse, non. Mais ce que nous constatons là, si c'était que les promoteurs n'étaient pas riches, on ne cherchait pas à s'enrichir. Mais on voit qu'ils s'enrichissent et ils nous laissent s'appauvrir. C'est pourquoi on dit que si les lois sont appliquées, les textes sont respectés, on allait tous gagner comme il le veut et comme l'État le souhaite. Mais c'est l'État qui a fermé les yeux sur ce que font du moins les promoteurs. Et cette précarité que vous décrivez, est-ce qu'elle n'influence pas la qualité de l'enseignement dans les écoles privées? Absolument. Absolument. J'ai dit, un maître qui est, je cite d'abord Marx qui dit, ce n'est pas la conscience sociale, ce n'est pas la conscience sociale qui détermine l'être social, mais c'est l'être social qui détermine la conscience sociale. Ce n'est pas la conscience sociale qui détermine l'être social, mais c'est inversement l'être social qui détermine la conscience sociale. Vous savez, ne serait-ce que dans les mondes religieux, je fais un paramètre. Si l'imam n'a rien dans la poche là, il ne peut pas faire prier les fidèles. L'évêque ou le prêtre, s'il n'a pas mangé, il a faim là, il ne peut pas faire prier les gens. L'enseignant qui n'a rien dans le ventre, qu'est-ce que vous voulez qu'il donne aux enfants? Les Français ont dit ventre creux, nègre n'a point d'oreille. Il n'entend pas, il ne voit pas, il ne sent pas. Donc quand les conditions ne sont pas réunies, il va sans dire que ça va jouer sur la formation. Ça va jouer sur la qualité de la formation que nous donnons. C'est pourquoi souvent vous trouvez certains enseignants, publics ou privés, hein, ce n'est pas seulement les privés, public fait partie. Quand les mois tendent vers 25, 26 là, même les publics là, la plupart des camarades n'ont pas un franc de la poche. Donc souvent on va de la classe, on donne à recopier, on dort. Pas d'explication. Parce que le moral n'y est pas. Tu ne peux pas sortir de chez toi. Tu vas en famille. Tu vois les enfants sont malades. Tu n'as pas les prix d'ordonnance. Demain matin, tu vas à l'école pour faire quoi? Ça va jouer sur toi, ton moral. Il faut que nous soyons dans des dispositions légales et illégales, donc légales du moins, pour pouvoir mieux enseigner. Et qu'en est-il donc de la formation? Merci. J'ai quitté tout de suite un lieu de formation pour venir ici. C'est l'occasion de dire que c'est là la particularité de notre syndicat. Nous ne revendiquons pas seulement. Notre syndicat ne se résume pas seulement à la revendication de moyens matériels. Nous formons nos militants parce qu'on dit que
Un enseignant sans formation est un cadavre ambulant. C'est un assassin. Comme un militaire sans armes, c'est un cadavre ambulant. Donc nous sommes obligés d'outiller nos militants. Nous sommes obligés d'armer nos militants pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain. Aujourd'hui, nous venons de boucler une formation de 10 jours au Cheikh Anta Diop qu'on a donné à nos militants. 10 jours. 10 jours au Cheikh Anta Diop pour les armer pour la rentrée prochaine. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Si tu es bon, tu restes. Si tu n'es pas bon, tu es à côté. Même les promoteurs, on les demande parce qu'on pense qu'on peut les aider. On ne les demande pas. Quand on est inefficace, ça, on ne te soutient pas. Donc, nous sommes obligés. Chez nous, la formation continue. Chaque année, on fait des formations pour mettre nos militants au point. Le temps nous presse. Une dernière question avant de vous laisser. Et selon vous, concrètement, puisque l'émission d'aujourd'hui tire à sa fin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enseignants du privé se sentent pleinement acteurs du système éducatif? Merci bien. Je l'ai dit aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'être face à la directrice de l'académie de la rive droite, que je félicite encore, et les syndicalistes aussi. Je la connaissais avant même qu'elle ne soit directrice, et j'ai eu l'occasion de la regarder en face aujourd'hui. Je lui ai dit que nous voulons une reconnaissance. Le secteur privé est laissé pour compte. Ce qu'on demande aux autorités, il y a des textes. Les plus beaux, meilleurs textes sont maliens. Mais ce sont des textes qui ne sont jamais appliqués. Nous nous demandons que l'application de ces textes, point final. Au-delà de l'application de ces textes-là, que l'État parvienne à reconnaître le statut de l'enseignant du privé. Il faut donc une convention collective qui doit retracer la vie des enseignants du privé. Si cette convention-là serait adoptée, je vous avoue que le secteur privé serait même organisé. Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé n'est pas organisé. Et même la rentrée, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont rentrer en septembre, d'autres en novembre, d'autres. Certains vont rentrer même en janvier. Et ça, la faute à qui? L'État doit être regardant. Vous ne pouvez pas donner de l'agrément, des actes d'ouverture à des gens et vous ne suivez pas s'ils font ou pas. C'est ça la faute de l'État. Donc nous rabattons sur l'État d'abord. Les promoteurs, là, ça va venir. Et nous et les promoteurs, si l'État nous impose des lois, on ne peut pas ne pas accepter et ne pas appliquer. Donc, oui, nous allons justement revenir peut-être une prochaine fois pour parler de cette organisation dont vous avez touché ici tout à l'heure. Mais ici, prend fait ce numéro et de votre émission Regard sur l'école. Nous avons compris l'enseignant du privé occupe une place très importante, mais il faut aussi une reconnaissance. Il faut que ce soit du côté des promoteurs, de l'État, des parents et tous les partenaires de l'école. L'enseignant malien ne demande qu'une seule chose, que son travail soit valorisé, qu'il ait son statut et qu'il ait de la reconnaissance. Et à vous, nos auditrices et auditeurs, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nous aimerions rester très longtemps devant vous. Malheureusement, le temps nous a échappé, il a plu et nous devons vous donner rendez-vous la prochaine fois dans un autre